Ça ressemble plus à... Donc, bonjour, bonjour. On est très heureux de vous rencontrer dans un auditorium à taille très humaine, donc ça, c'est chouette. Nous sommes l'équipe dont n'arrête pas l'écho, l'équipe un peu pilier, l'équipe qui est là depuis le plus longtemps. On n'arrête pas l'écho, c'est une émission de radio. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. C'est le samedi matin sur France Inter, de 9h10 à 10h. Et c'est une case qui a toujours été, même quand j'étais plus petite, c'était rue des Entrepreneurs. S'il y a certains qui se souviennent, je vois la dame qui fait oui. Et quand rue des Entrepreneurs a quitté l'antenne, eh bien c'est nous qui sommes arrivés. C'était en 2010, donc ça fait un bout de temps que la case est là et qu'elle réunit. Rue des Entrepreneurs était vraiment une émission qui avait beaucoup de succès. Et on n'arrête pas l'écho à pas mal de succès aussi, puisque chaque samedi, pour l'émission, il y a entre 1,8 million et 2 millions d'auditeurs, ce qui pour nous est pour la radio est une grosse audience. C'est pas la matinale, mais c'est une grosse audience. Donc on se dit que les Français aiment bien entendre parler d'économie et que peut-être qu'on a un ton qui leur convient également et une multithématique. Alors ce matin, on est passé des retraites au Pokémon, donc vous voyez, c'est un peu notre spécialité. Là, on a fait fort, mais voilà. Et que vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire? Donc l'économie, on n'a jamais considéré que c'était une matière aride, on a toujours considéré en tout cas qu'on pouvait en parler simplement et même en rire, enfin avoir un ton pas jargonneux, etc. Et que peut-être c'était ça aussi qui faisait que les gens pensaient que c'était une science lugubre. Et dans nos aventures, avec mes amis et collègues, et ben on a aussi fait au bout de quoi, l'année dernière, au bout de 12 ans, on a fait un bouquin, un livre, qui est celui-ci. Et ça a été l'occasion de transformer, enfin, pour nous, de se demander comment on allait. On avait réussi à parler aux gens d'économie avec du son et comment on allait faire un livre et garder le même rythme, voilà, le même ton pour parler d'économie. Ça fait qu'on n'avait plus le son. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du coup, on a mis de la BD, on a mis de l'illustration avec un super illustrateur, Simon Landrin. On a continué les débats entre Christian et Marc, que vous allez rencontrer. Sandrine, des débats tout neufs. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Dites-nous, est-ce qu'on paye trop d'impôts? Voilà, donc ils ont répondu. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait, paie-t-on trop d'impôts? La France est-elle encore une grande puissance? L'Europe, est-ce que c'est un boulet ou une chance? Doit-on devenir décroissant? Donc voilà, on leur a fait faire des débats de ce type, ce qui nous semble correspondre aux questions qu'on se pose dans la vie un peu quotidienne, ou à tout le moins à chaque élection. On se dit un peu où est-ce qu'on en est? Les Français travaillent-ils assez? Pourquoi les retraites, c'est une obsession française? Est-ce que c'est une obsession française? Donc voilà, ça fait partie de leur débat. Sandrine, on lui a posé c'est Madame Vie au boulot dans notre émission, donc on lui a posé plein de nouvelles questions avec le numérique. Qu'est-ce qu'on t'a fait d'autre? L'Europe. Ah oui, bah oui. L'écologie au boulot. Prends ton micro, parce qu'à la radio, on est tous autour de la table. Oui. À la radio, on n'a pensé à rien. On a un technicien comme des bébés. On est tous. C'est vrai, on est feignants à la radio. Tout est fait pour nous. Non, on a fait le numérique au boulot. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui. On va regarder ta gageure. Et l'écologie aussi, voilà. Ouais. Et voilà. Et puis on a aussi fait des cartes postales de l'étranger. Bon, et on a essayé de rendre tout ça encore une fois très précis, parce qu'il nous semble que l'économie, c'est bien quand c'est très précis. Et ça permet en même temps, de vraiment, par exemple, débattre, être en désaccord, mais peut-être aussi trouver des points de convergence. C'est intéressant dans le débat démocratique, d'être précis et de sortir des opinions. Voilà, et puis on a des faits, du fun, c'est un peu notre ADN. Donc peut-être que tout à l'heure, on a 1 heure devant nous, donc peut-être que tout à l'heure, vous aurez des questions encore sur comment ça se fabrique une émission de radio. Et de toute façon, dans cette heure-là, consacrée à Ça ira mieux demain, à cette question, on a prévu de répondre un peu à toutes les thématiques que vous auriez envie d'aborder. Mais d'abord, je laisse Valentin vous présenter, Valentin Pérez, qui est l'attaché de production d'émission, vous présenter l'équipe que vous connaissez quand même. Bonjour, donc je vous présente Alexandra quand même, Alexandra Ben Saïd, qui travaille à France Inter. Donc nous travaillons ensemble pour l'émission depuis 4 ans. Et je vous fais le CV des 3 spécialistes qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc Sandrine au centre, qui est rédactrice en chef du site Alternative économique, qui est spécialiste des questions sociales et de l'emploi. Sandrine, vous avez étudié le journalisme à la Sorbonne et à l'Université catholique de Louvain. Et Sandrine participe à On n'arrête pas l'écho depuis 2011.
à sa droite. Et j'ai juste une anecdote, Sandrine, au départ, quand elle est arrivée à travailler pas à Alter Eco, c'est Christian qui l'a trouvée tellement formidable qu'il l'a recrutée. C'est mon jour. Moi, je travaillais à Liaison Sociale, un magazine qui traitait du social. Et comme on travaillait ensemble, voilà, à un moment donné, Christian m'a dit il y a une place à Alter Eco et j'ai postulé et ils m'ont prise. Voilà. À côté, donc, Christian Chavagneux, qui est éditorialiste à Alternatives économiques, qui participe aussi à la Librairie de l'Écho, qui est une émission sur BFM Business dans laquelle vous critiquez des livres, Christian. Vous êtes docteur en économie, diplômé de la London School of Economics. Et auparavant, vous avez travaillé au Commissariat général au plan, à l'Agence française de développement, mais aussi pour la Banque Société Générale. Et vous participez, comme Sandrine, à On n'arrête pas l'écho depuis 2011. Et enfin, Marc Vigneault, vous êtes journaliste au journal L'Opinion depuis le mois de janvier, où vous suivez la conjoncture, les politiques économiques. Et avant ça, vous avez été pendant presque 15 ans au magazine Le Point. Vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux et de Paris-Dauphine, et vous participez à l'émission depuis l'année dernière. Donc, ce qu'on a prévu pendant toute cette heure, c'est de vous parler, parce qu'on est porté un petit peu par l'actualité, si vous avez allumé la radio, par exemple, depuis ce matin, et même dans la nuit. Et donc, on a prévu de vous parler, est-ce que ça ira mieux demain ? Ça nous projette vers, est-ce que pour les retraites, ça ira mieux demain ? Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? L'inflation, on est quand même sur les 2 angoisses principales, il me semble, de la population actuellement, de nous tous. L'inflation, est-ce que ça va se calmer tout simplement ? Est-ce que les prix vont baisser, et en particulier les prix alimentaires ? Et puis, on avait envie, si on a le temps, de faire un petit focus sur l'intelligence artificielle. Depuis que ChatGPT est arrivé, même si c'est peut-être pas non plus l'outil le plus révolutionnaire en réalité, voilà, ça nous a ouvert des perspectives et ça fait qu'on se pose des questions sur, entre autres, l'avenir du travail. Donc, la réforme des retraites, sujet numéro 1. La réforme a été validée par le Conseil constitutionnel hier. Elle a été promulguée dans la nuit. Est-ce que sur les retraites, ça ira mieux demain ? On a Madame Vieux-Boulot. Qu'est-ce qui va se passer, Sandrine ? Est-ce que, la première question, c'est maintenant qu'elle est promulguée, cette réforme, il se passe quoi ? À partir de quand ? Pour qui ? Exactement. Alors, est-ce que ça ira mieux demain sur les retraites ? C'est un peu compliqué. On vous avoue, en préparant l'émission, on s'est dit, bon, est-ce que ça ira mieux pour les finances publiques, pour les gens, pour le social ? Alors, vous verrez que Christian et moi, on aurait peut-être tendance à dire non. Marc dira peut-être autre chose. Mais voilà, c'est ça le débat à On n'arrête pas l'écho. Alors, effectivement, Alexandra l'a dit, on ne peut pas faire plus chaud en termes d'actualité, puisque la loi a été promulguée à 3h du matin, alors que la veille, encore aux 20h, vous aviez Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui demandait solennellement de ne pas promulguer la loi. Mais maintenant, voilà, ça y est, elle est promulguée. Alors, ce qu'a dit juste le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a validé l'essentiel de la loi. Et l'essentiel de la loi, ça reste aujourd'hui beaucoup du budgétaire. Donc, c'est le fameux article 7 qui passe de 62 à 64 ans. Et il y a eu 6 cavaliers législatifs, ce qu'on appelle des cavaliers législatifs qui n'avaient rien à faire dans la loi, parce que c'était une loi de finances, qui ont été supprimés. Donc, si vous avez suivi l'actu, c'est l'index senior. Donc, bon, c'était une disposition qui mangeait pas de pain. Enfin, en tout cas, comme l'index égalité homme-femme, qui permettait quand même de voir si on employait des seniors dans les entreprises. Le CDI senior a été censuré. Alors ça, c'était peut-être pas forcément une très bonne idée. Il y a des mesures de pénibilité qui ont été censurées, puisque la loi permettait, autorisait des visites médicales pour les gens qui sont exposés à des critères de pénibilité. Ça a été censuré. En gros, il y a eu donc 6 articles qui sont passés à la trappe, et aujourd'hui, on ne sait pas si ces articles seront repris dans une loi ordinaire ou pas. Ça va être l'objet des prochaines semaines, sachant que je vais un peu vite là-dessus, mais le dialogue social sera un peu
abîmé, enfin c'est un euphémisme de dire ça, de cette séquence, comme disent les politistes, et qu'il n'est pas certain que les partenaires sociaux soient très allants aujourd'hui pour négocier très vite une loi travail. Mais ça serait quand même intéressant de le faire parce que cette loi sur les retraites, on est parti d'un problème très économique en se disant est-ce qu'il y a un déficit, est-ce que les finances publiques vont mal, est-ce qu'il faut faire cette réforme. Donc il y a beaucoup de débats sur le Conseil d'orientation des retraites et autres. Après, il y a un aspect social. Aujourd'hui, clairement, passer de 62 à 64 ans, c'est faire peser l'essentiel des économies sur une population, des générations qui sont nées entre 61 et 68. Ça va peser sur les femmes. On pourra y revenir si vous voulez, si vous avez des questions. 60%... Non, mais il faut peut-être que pourquoi ça va peser sur les femmes et pourquoi c'est parce qu'en fait. Pourquoi ? Alors c'est très simple parce que bon, les femmes ont souvent des enfants, donc en fait aujourd'hui on leur donne des trimestres. Il y a 8 trimestres par enfant, donc il faut 43 annuités pour prétendre avoir une retraite à taux plein. Il y a 2 conditions, les gens oublient toujours une ou l'autre, mais il y en a 2. Il faut avoir l'âge légal, donc aujourd'hui 62, demain 64 ans, et il faut avoir un nombre de trimestres nécessaires pour avoir un taux plein. Si vous ouvrez votre retraite aujourd'hui à 62 ans, vous n'avez pas tous vos trimestres, vous partez avec une décote que vous emportez à vie. Mais si vous décidez, je veux quand même partir, vous partez avec une pension qui sera inférieure. Il y avait beaucoup de femmes qui ont aujourd'hui des carrières hachées, donc elles se sont arrêtées, soit pour élever leurs enfants, soit parce qu'elles ont enchaîné des CDD. Enfin, les femmes occupent les emplois les moins bien rémunérés aujourd'hui. Donc en fait, elles ont des carrières, ce qu'on appelle à trous, et le fait d'avoir des enfants leur validait des trimestres. Donc il y a beaucoup de femmes qui pouvaient partir à 62 ans. Il y a à peu près 25% des femmes qui pouvaient le faire. C'est à peu près 140 000 femmes par an qui peuvent partir en ayant l'âge légal et tout leur trimestre. Et demain, elles ne pourront plus, puisqu'elles devront attendre 64 ans. Enfin, bon, ça va être un peu progressif, mais pour celles qui sont nées en 73, par exemple, elles devront attendre 64 ans. Et donc, avoir des enfants, bon, on a eu des auditeurs qui nous ont dit ça, est-ce que mes enfants me servent à quelque chose ? Ben non. Il ne faut pas les jeter tout de suite, mais en tout cas, les enfants, ils ne servent pas à grand-chose pour les retraites. Et la deuxième grande population, ce sont les classes moyennes, parce qu'en fait, on va demander des efforts aux gens qui ont commencé à travailler tôt, c'est-à-dire les gens qui ont des BTS, les gens qui n'ont pas forcément fait des études longues, qui ne sont pas carrières longues, mais qui ont commencé à bosser à 20 ans, 21 ans. Et eux, ils vont devoir évidemment... Pas que, Sandrine. Oui, pas que. Oui, Marc. Je suis étonnée que Marc. Marc, il est très patient depuis le début. On fait le factuel pas... avec Sandrine et puis après on dit voilà. sur le débat. Donc en fait, c'est 2 populations qui vont vraiment qui vont porter effectivement l'essentiel des économies. Donc c'est pour ça que les syndicalistes disent, et moi j'estime à juste titre, que c'est une réforme injuste, évidemment, parce que quand vous avez commencé à 23 ou 24 ans, si vous ajoutez 43 annuités, vous partez de toute façon assez tard. Après, on peut considérer que les études, c'est important et autres, mais voilà, donc c'est ça. Voilà ce qui va se passer. Et c'est à partir du 1er septembre ? Absolument, c'est le 1er septembre. Donc, ça pose des problèmes dans les entreprises parce qu'il y a des gens qui pensaient partir là tout de suite et ne pourront pas. Donc, si vous êtes né en 1961 dans le 2e trimestre, pas comme Elisabeth Borne qui est née en 61, mais je crois en avril, en avril ou en mars, elle échappe à cette réforme. Mais tous les autres, non. Et donc, après, le match n'est pas plié, puisque vous avez des syndicats qui vous disent qu'il y a peut-être encore un scénario CPE qui peut émerger s'il y a une telle contestation sociale. Parce que voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que l'économie, c'est pas que du budget, c'est pas que des chiffres, c'est aussi beaucoup de social, beaucoup de politique. Et là, on est parti d'un problème purement budgétaire et on a parlé de justice ou d'injustice sociale, et aujourd'hui, ça débouche, mais vraiment sur une crise même plus que sociale, démocratique, et c'est ce qui nous attend pour les prochains mois. Donc ça ira mieux demain, on ne sait pas. Ça ira mieux demain. Question pour Marc Vigneault, du coup, Marc Vigneault qui s'occupe de budget et de finances. Tout à fait. Mais pas que. J'ai beaucoup regardé la question des retraites. Alors, si on veut prendre une perspective plus large pour essayer de se poser vraiment la question, est-ce que ça ira mieux demain ? Déjà, on peut dire que la crainte de ne pas avoir de retraite dans quelques années, à mon avis, elle est complètement infondée. Justement, les gouvernements ont fait beaucoup de réformes justement pour que vous ayez une retraite
quand vous arriverez à l'âge de la retraite. Alors, elle sera peut-être un peu moins élevée par rapport aux revenus des actifs que celle que les personnes qui sont visées dans la réforme, parce qu'effectivement, ce que Sandrine a souligné à juste titre, c'est que cette réforme allonge la durée de travail pour des générations qui devaient partir là bientôt à la retraite. Pour les autres générations, de toute façon, l'âge de départ devait de toute façon reculer avec les réformes précédentes du fait de l'allongement de la durée de cotisation. Donc il y a beaucoup de gens, de toute façon, dans 10, 20 ans, 30 ans, ou surtout 20 ans, 30 ans qui devaient partir à la retraite, de toute façon, cet âge moyen aurait considérablement augmenté par rapport à l'heure actuelle. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des générations qui n'étaient pas très touchées encore par les réformes précédentes. Et donc la question de savoir, en termes d'équité intergénérationnelle, comme on dit, c'est est-ce qu'il fallait un petit peu accélérer les choses pour que ces générations soient touchées ou pas. Par rapport à ce qu'a dit Sandrine, je vais quand même faire 2-3 éléments de relativisation, si j'ose dire. Des études très sérieuses sur des cas, sur des cohortes de retraités qui sont déjà à la retraite montrent que en fait, cette réforme touche également des cadres, parce qu'en fait, on fait des raisonnements sur des carrières complètes. Donc on dit 22 plus 43, ça fait 65 ans. Et donc, si on a commencé sa carrière après des études, on n'est pas touché. Sauf que des cadres de ces générations-là, ils ont souvent fini leurs études plus tôt. Il y a aussi une accélération de la durée de cotisation qui fait que les cadres sont également touchés. Il y a 4 Français sur 10, et ça, c'est pas que de la communication du gouvernement, qui sont épargnés par cette réforme parce qu'on a décidé de ne pas toucher l'âge de départ quand on a des problèmes de santé, quand on a une incapacité. Et donc, en fait, il y a des études très sérieuses. Je vous invite à aller voir les études de l'Institut des politiques publiques qui montrent que, en fait, il faudrait distinguer plusieurs âges de départ et qu'il n'y a pas que l'âge minimal sur lequel on se concentre et qu'en fait, il y a plusieurs âges minimales. Et le gouvernement a maintenu plusieurs âges minimales. Vous savez aussi que 20% des femmes vont jusqu'à l'annulation de l'âge de la décote, c'est-à-dire qu'elles vont jusqu'à 67 ans parce qu'elles ont des carrières extrêmement hachées, et que les femmes qui sont perdantes, dont vous a parlé Sandrine, ce sont surtout des femmes cadres qui ont des carrières complètes, si je peux me permettre, qui justement bénéficient de ces trimestres pour partir plus tôt. Dans la réforme, elles bénéficieront, si elles partent à 64 ans, d'une majoration de pension de 5%. Alors, on peut dire, je préférerais partir plus tôt, mais dans une réforme dont le but est d'allonger les carrières, ça peut paraître logique que tout le monde allonge sa carrière. Effectivement, les femmes étaient un peu plus touchées quand elles avaient une carrière complète parce qu'elles bénéficiaient de ces trimestres. Et là, comme on va jusqu'à 64 ans, ces trimestres ne comptent plus. En échange, il y aura une majoration de 5%. On va vous répondre que si les femmes avaient spontanément, dans le système actuel, allongé leur carrière, elles auraient eu des majorations. Dans les faits, très peu de personnes le font parce qu'on voit que les gens vont jusqu'à l'âge d'annulation de la décote, vont chercher l'annulation de la décote, mais ne vont pas jusqu'à obtenir des surcotes. Donc en fait, c'est effectivement une réforme qui encourage à travailler plus et qui dit plutôt que de faire partir des gens plus tôt, on va leur donner une petite majoration de pension. Vous savez que par ailleurs, les femmes qui ont 3 enfants ont une majoration à la retraite de 10%. Donc voilà, tout ça pour relativiser un petit peu les éléments précédents. Si vous avez des questions, parce que peut-être que si vous avez envie de participer et de rentrer dans le débat retraite, vous pouvez aussi. Hein, vous levez la main et on vous donne la parole. Mais sinon, peut-être que Christian, on peut dire un mot aussi. Je voudrais relativiser les relativisations de Marc. Et après, on pourra peut-être dire un mot aussi sur le fait que cette loi a été promulguée comme ça dans la foulée, après en plus l'appel de Laurent Berger. Qu'est-ce que ça peut dire? Ça m'a fait penser à Donald Trump. Vous vous rappelez de Donald Trump qui tweetait à 3h du matin, et là on a un président de la République qui à 3h du matin erre dans les couloirs de l'Élysée, il appuie sur un bouton et dit je vais promulguer ma loi. Un peu bizarre, enfin, je m'inquiète un peu pour la santé. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite de la relation? C'est inquiétant pour la santé du président, je pense surtout plutôt que... Non, blague à part. Alors il y a des équipes qui travaillent pour lui. Hein. Marc, à 3h du matin, je ne suis pas sûr. Marc l'a très bien dit, on a depuis très longtemps une évolution de l'espérance de vie qui progresse beaucoup. En fait, quand on regarde de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, l'espérance de vie chez nous en France a été multipliée par 2. Et en même temps, le temps de travail a été divisé par 2. Donc, il y a un sens du progrès général depuis un siècle et demi qui consiste à constater que plus on arrive à vivre longtemps, moins on va passer de temps au travail. Et c'est ça le sens du progrès. Vous avez des petits pays qui sont encore en développement. Là, on travaille beaucoup d'heures par semaine. Chez nous, on travaille moins, mais ça, c'est le signe des pays riches, en fait, de pouvoir vivre plus longtemps et de pouvoir travailler moins longtemps dans son temps de vie. Là, clairement, on va dans l'autre sens. C'est une régression vis-à-vis du sens du progrès, du sens civilisationnel de
depuis au moins un siècle et demi. Comme dans tous les pays européens, Christian. Donc, ça veut dire que tous les pays européens, qui sont les pays les plus avancés socialement du monde, sont en régression. Non, pas du tout, parce que nous, justement, on avait un système de retraite qui nous permettait de pouvoir, dès 62 ans, si on avait toutes nos annuités, de partir. Alors là, on va rejoindre des pays qui sont en moins bonne santé sociale que nous. Tout à Très fait. bien, mais tous les pays européens ont reculé l'âge de la retraite, donc ils n'ont pas compris le sens de C'est comme l'histoire. le samedi matin, il ne veut jamais me laisser parler, il faut toujours que ce soit lui qui parle. Et si vous écoutez, hein, il a toujours la dernière phrase. Et quel que soit le débat, il commence, c'est toujours lui qui a la dernière phrase. Alors, Christian, Voilà. ok, Donc, on laisse parler Christian et après Marc. Je vais essayer de continuer, si Marc veut bien. Oui. Merci. Donc, oui, les autres pays européens étaient en moins bonne santé sociale que nous de ce point de vue, puisque nous, on a une espérance de vie qui est une espérance de vie de pays riches, et on pouvait partir, bénéficier un petit peu plus de notre retraite. Maintenant, le président de la République nous colle sur des pays qui sont en moins bonne situation sociale que nous. De mon point de vue, ça va pas dans le bon sens. Et Marc l'a dit tout à l'heure, de toute façon, les gouvernements précédents avaient déjà lancé des réformes des retraites pour nous faire travailler plus longtemps. Donc la question, c'était est-ce qu'il fallait accélérer? Est-ce qu'il fallait aller beaucoup plus vite? Parce que on était dans une situation financière telle que si on n'accélérait pas, c'est-à-dire les réformes précédentes nous disaient qu'en 2027-2030, on sera à 63 ans. D'accord? Donc là, on va gagner une année. Est-ce qu'il fallait la gagner aussi vite que ça? Moi, je ne pense pas, puisque les déficits qui sont prévus sur le moyen terme étaient des déficits extrêmement réduits. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème financier. Et moi, je trouve qu'il y avait un grand problème financier avec notre système des retraites. C'est que, comme l'a souligné aussi Marc, l'équilibre de notre système financier des retraites sur les prochaines décennies provient du fait que le pouvoir d'achat relatif des retraités va beaucoup baisser par rapport à celui des salariés. Donc, ce dont notre système avait besoin, ce qui était nécessaire, c'était plus de dépenses pour éviter le retour des retraités pauvres. On recommence à voir quelque chose qui avait disparu en France depuis les années 70, c'est-à-dire le retour de retraités pauvres, des gens qui sont obligés de partir à la retraite avec des petits revenus et qui ont eu, femmes, généralement des carrières hachées, et qui vont se retrouver avec cette situation qu'on avait complètement supprimée en France. Donc oui, il fallait une réforme des retraites, qui aurait consisté à avoir besoin de plus de dépenses pour éviter ce retour des retraités pauvres. Malheureusement, c'est pas la situation que plus de dépenses d'abord. Après, comment on fait plus de recettes? Oui, il aurait fallu aussi plus de recettes. La vraie réforme dont on avait besoin, c'était plus de dépenses et plus de recettes. Alors, est-ce que je peux répondre à Christian? Oui, vas-y, Marc. Alors, on est le pays d'Europe qui, à part la Grèce, dépense le plus pour ses retraites. Donc, c'est un choix de société. Quand on dépense pour ses retraites, on ne peut pas dépenser pour d'autres choses. À déficit et dette donnée, on ne peut pas dépenser pour autre chose. Donc, Christian nous dit, dans les prochaines années, le niveau de vie relatif des retraités va se dégrader par rapport à celui des actifs. Oui, c'est l'effet des précédentes réformes. Et donc, on se dit, dans quelques années, est-ce que nos gouvernants vont prendre la décision de dégrader le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs? Je crois que la réponse est assez claire, étant donné la sociologie électorale et qui vote aujourd'hui dans notre pays, c'est non. Donc en fait, si on veut... C'est déjà dans les réformes, Marc. Oui, c'est avant la réforme, tout à fait. Et donc, déjà voté. Mais donc, si on veut avoir une chance un jour de bloquer ce processus et de pouvoir maintenir le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, je pense que quand le Conseil d'orientation des retraites nous dit pendant 25 ans, il y aura un déficit qui est certes compris entre 0,5 et 0,8% du PIB, c'est pas beaucoup. Enfin, le seuil européen de déficit, c'est 3%. Ça veut dire qu'on consacre entre 0,5 et 0,8 chaque année sur un système qui est censé être à l'équilibre chaque année, sauf en cas de crise. 0,5 à 0,8 sur 3% de déficit, qui est la barre maximum. On est à beaucoup plus parce qu'on a dépensé beaucoup pendant le Covid. Est-ce qu'on veut maintenir un déficit pendant 25 ans pour arriver à la période précisément où on va avoir un énorme problème de dégradation du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs que les gouvernements, a priori, ne laisseront pas faire? Mais donc, Je ne suis pas sûr que la réponse, ça soit oui. Je pense qu'il faut équilibrer le système de retraite, comme le font tous les pays européens, parce que ce que vous a dit Christian, c'est qu'effectivement, le sens du progrès social, c'est diminuer le temps de travail. Je suis parfaitement d'accord. Sauf que quand l'histoire a permis de diminuer le temps de travail, c'est parce qu'il y avait une évolution de la productivité qui permettait justement de diminuer le temps de travail et d'arriver à créer la même richesse, à avoir à peu près des niveaux de salaire qui augmentent et vivre mieux à chaque génération. Oui, mais Marc, le problème, c'est que la productivité est en train de s'effondrer en France et pour des tas de raisons, on pourra y revenir, ça recoupe le débat avec l'inflation.
et que cette productivité, elle n'augmente pas autant que les projections qui servent justement à dire s'il y aura des déficits dans le régime de retraite. Donc en fait, si on considère que cette productivité, en fait, on ne peut plus assumer à la fois l'augmentation du temps de loisir sous la forme de retraite et à la fois l'augmentation des niveaux de vie. Donc en fait, il faut que la société française soit consciente qu'elle a un choix à faire. Et on peut essayer d'augmenter la productivité, hein, c'est plein d'autres leviers, etc. Mais il y a un choix à faire entre temps de loisir, sous forme de retraite en l'occurrence, ou niveau de vie. Et il me semble que dans la société française aujourd'hui, il y a un léger problème de niveau de vie. Il faut réduire le temps de travail, du coup. Alors non, moi, il me semble que vous êtes d'accord en réalité tous pour dire que soyez... Mais si, c'est mon job. Moi, je suis Écoutez bien. Parce que là, pacificatrice. Pour dire que... Si, t'inquiète. Sur les retraites, que vous considériez que la priorité, c'est le problème de déficit ou la priorité, c'est de maintenir un niveau de pension des retraités par rapport aux actifs qui permettent aux retraités de ne pas décrocher, vous considérez qu'il faut une réforme. Exactement. Oui, mais pas celle-là. La question, c'est est-ce qu'il faut augmenter les dépenses laquelle tout de suite, La question, c'est laquelle? ou est-ce qu'au contraire, il faut redresser le système de retraite maintenant pour pouvoir assumer des dépenses Non, la plus question, tard? c'est qui paye. Bah, Et je pense puis, qu'il quel faut- est le niveau de retraite, le niveau de dépenses qu'on veut consacrer à notre retraite? Est-ce qu'on veut une société qui consacre beaucoup à financer les retraites des gens, quitte à travailler moins pendant la vie active? Est-ce qu'on veut financer la transition écologique? Est-ce qu'on veut financer l'armée? C'est un choix que font nos gouvernements en ce moment, donc il faut en être conscient. Il y a la guerre en Ukraine, etc. C'est un choix qu'on peut contester. Est-ce qu'on veut financer l'amélioration du système éducatif? Est-ce qu'on veut financer la recherche? Il y a La des dépendance. budgets de plus en plus qui sont de ce qu'on appelle des lois pluriannuelles de financement des dépenses publiques et qui consacrent des budgets de plus en plus importants à tout un tas de secteurs. Donc il y a un moment, est-ce que financer tout à budget ouvert est possible? Et voilà. Non, Ça mais pose des tas d'autres questions. certainement que non. Mais le problème qui est contestable dans cette période, c'est qu'il n'y a eu qu'une alternative. Vous dites un choix, enfin, tu dis un choix. On aurait pu imaginer d'autres choses pour financer ce système de retraite. Et ça a été complètement balayé. On a parlé, Michael Zemmour, qui est un économiste qui a beaucoup fait parler de lui avec les 1 200 €, a dit on pourrait par exemple cotiser plus, on pourrait faire une légère augmentation des cotisations. Le gouvernement a dit hors de question. On aurait pu d'autres, un think tank de droite, Lorenzi, avec le cercle des économistes qui dit qui est spécialiste, enfin, il a une chaire sur la vieillesse et la transition. Hein. Ne faisons pas une réforme budgétaire, mais si on augmente le taux d'emploi des seniors, ne serait-ce que de 10 points, on engrange des milliards. Et c'est ce qu'a fait la Finlande. La Finlande a fait aussi plusieurs réformes des retraites comme nous, mais elle s'est dit, c'est pas la peine de faire un passage, enfin d'utiliser le paramètre de l'âge. Ils ont réussi à faire travailler plus de gens dans les entreprises, d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Et là-dessus, on est tous d'accord. On est d'accord avec Marc. Là, on n'est pas d'accord. Notre taux d'emploi, ouais, mais on n'est pas d'accord. En Finlande, l'âge de la retraite est à 65 ans. Mais c'est pas ils ont fait les réformes avec des dérogations formidables. Bien sûr, mais sauf qu'au final, les retraités finlandais partent, l'âge effectif de départ des retraités finlandais, qu'on le tourne dans tous les sens, est plus élevé. Et le système fait que les gens sont poussés à partir plus tard à la retraite. Non, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a une droite, vous allez sur le site de l'OCDE, il y a une droite qui est très claire, vous voyez tous les nuages de points avec les âges de départ effectifs. Vous avez un nuage de points avec tous les âges effectifs de départ dans tous les pays européens, donc il n'y a pas d'histoire de règles, etc. C'est les âges qu'on constate. Il y a une relation parfaitement mathématique entre l'âge de départ à la retraite et les pays qui ont des taux d'emploi des seniors les plus élevés. En Allemagne, le taux d'emploi des seniors est 10 points plus élevé. Pourquoi? Parce que l'âge de départ à la retraite est plus élevé. Oui, mais on va s'arrêter sur les retraites. Sandrine, si tu veux conclure, c'est me conclure. Hein. Non, c'était pour revenir sur l'argument qui est de dire que les autres font. Alors c'est vrai, en France, on part en moyenne un peu plus tard que dans les autres pays. Mais bon, un peu plus tôt. Oui, pardon, un peu plus tôt. Oui, on aimerait mieux un peu plus tard, mais un peu plus tôt. En revanche, il faut comparer ce qui est comparable. Quand par exemple Emmanuel Macron est venu, vous avez peut-être suivi le Trésor avec son allocation, il est venu avec un tableau qui était publié dans le Parisien pour comparer des choses qui ne sont pas comparables. Quand on vous dit que par exemple en Allemagne on part à 65 ans, voire à 67, et qu'en France on part à 62 ans, c'est pas vrai. Là on parle de taux plein, et en réalité quand on parle vraiment
du taux moyen effectif de départ en retraite, l'écart est de 2 ans. Vous pourrez Oui, dire oui, ok, on est 2 d'accord, ans, mais 2 ans c'est beaucoup, mais en même on est temps, parfaitement c'est d'accord, pas Sandrine, 4 mais ans, à la c'est fin, 24 ans. à la fin, il y a quand même, À la fin, la France est quand même le pays où les retraités les gens partent le plus tôt à la retraite. Et tant mieux. Hormis la Grèce, très bien. Mais enfin, Tant voilà, mieux. on peut tordre, on peut se dire il y a des exceptions, il y a des règles de cotisation différentes dans chaque pays. À la fin, on est ceux qui passons le moins de temps sur la vie active et qui avons l'espérance de vie à la retraite la plus élevée de toute l'Europe. Est-ce que vous avez envie de poser des questions maintenant qu'on est... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez participer sur la retraite ou alors si vous... Ouais. Moi déjà j'ai une question par rapport à comparer avec le loisir, parce que c'est pas forcément parce qu'on est à la retraite ou qu'on ne travaille pas au sens pécunier que c'est du loisir au sens vraiment de se détendre, etc. Il y a quand même beaucoup de bénévoles en France, il y a tout un système de solidarité qui est pas du tout monétisé et pas marchand, et du coup c'est peut-être une bonne chose. Travailler dans des associations, on voit que justement, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, on a moins de bénévoles et on a moins de personnes qui viennent aider sur le terrain. Et c'est regrettable quand on voit tout en fait, le poids justement des retraités dans plusieurs types d'associations. Pour garder les enfants aussi, par exemple, les petits-enfants. Oui, on est parfaitement d'accord. Enfin, après, dans d'autres pays européens, il y a des bénévoles retraités et de toute façon, plus l'espérance de vie augmente et plus on peut avoir des retraités qui sont encore en forme et qui vont... et évidemment, mais ça, le travail bénévole, c'est extrêmement important. Quand je disais loisir, c'est une grande... C'est en général. Mais quand on parle de PIB, l'indicateur, l'indicateur de richesse sur lequel est fondé notre système de retraite, malheureusement, c'est des cotisations quand vous travaillez, quand il y a de la valeur ajoutée, et c'est ça qui permet de financer le système de retraite. On passe à l'inflation pour parler d'une autre de nos angoisses. Mais ça ira mieux demain. Est-ce que ça ira mieux demain sur l'inflation? Écoutez, Marc Vigneault, c'est toujours pour vous. À moins que Christian veuille prendre la main là-dessus. L'inflation. Non, on va laisser parler Marc. C'est plus rigolo. Les derniers chiffres. Alors, sur le fond de l'inflation, c'est on est à 5,7. C'est difficile d'être optimiste. Alors, les économistes, depuis des mois, disent ça y est, on va passer le pic de l'inflation, ça va être formidable. Et en fait, de mois en mois, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les prix de l'énergie sont en train de baisser. Donc ça c'est ce qu'on appelle un effet de base, c'est-à-dire que dans l'indice des prix, les prix de l'énergie vont peser et donc on va voir peut-être dans les prochains mois l'inflation baisser, ne serait-ce parce que les prix de l'énergie par rapport à l'année dernière arrêtent d'augmenter. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens seront tellement plus à l'aise, puisque les prix vont rester a priori au niveau où ils sont. Peut-être que ça va baisser un petit peu en valeur absolue, mais en tout cas, il y aura peut-être un peu moins d'inflation. Le problème, c'est que cette inflation se diffuse au reste de l'économie, et notamment sur les prix alimentaires. Et le problème des prix alimentaires, c'est que c'est plus compliqué pour faire des mécanismes d'aide comme le faisait le gouvernement sur les réductions à la pompe, le bouclier tarifaire sur les énergies. Et donc, il y a tout un problème de savoir comment cibler des gens qui ont des problèmes tout simplement pour acheter suffisamment à manger ou pour manger pour faire des repas de qualité. Et donc, ce problème de l'inflation alimentaire, il est encore devant nous. C'est pour ça que le ministre de l'économie a demandé aux industriels de l'agroalimentaire de rouvrir des négociations commerciales là en juin. Normalement, on a un cycle de négociations commerciales par an. C'est un cycle qui a été très dur avec une grosse bataille entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. On voit que les industriels de l'agroalimentaire ont clairement reconstitué leur marge un peu sur le dos des consommateurs, hein, notamment les géants oui, surtout les suspects habituels, hein, les Coca, les Procter. Exactement. Ce sont eux qui imposent leur marge. Et donc là, les prix sont quand même en train de baisser sur les matières premières, sur tout un tas d'indicateurs, le transport maritime, le coût du transport maritime rebaisse, etc. Et donc, il va falloir faire pression sur les industriels de l'agroalimentaire pour tenter de faire rebaisser un peu les prix. Malheureusement, on sait que quand les prix ont augmenté, en général, c'est très difficile de les faire rebaisser. Et donc, va se poser la question de savoir comment on fait pour que la rémunération des Français suive ou ne suive pas. Il y a un équilibre très, très compliqué à trouver
entre éviter ce que les économistes appellent la boucle prix-salaire, c'est-à-dire le moment où l'augmentation des salaires force les entreprises pour pouvoir faire face à leurs coûts, à augmenter à nouveau les prix, ce qui déclenche une nouvelle vague d'augmentation des salaires, une nouvelle vague d'augmentation des prix et auto-alimente l'inflation, et une situation où évidemment les salariés perdraient trop de pouvoir d'achat, où ça deviendrait insupportable pour la population. Pour l'instant, le gouvernement a fait un peu un mix en essayant d'atténuer les hausses de prix et tout en donnant la possibilité aux entreprises de ne pas augmenter les salaires autant que l'inflation. Est-ce que c'est tenable durablement ? Si l'inflation persiste, il faudra indexer à un moment les salaires sur l'inflation. Si on considère que l'inflation n'est que temporaire, alors on peut essayer de faire le dos rond pendant une certaine phase pour éviter de rentrer dans ce cycle prix-salaire dont je vous parlais. Et c'est le pari qu'a fait le gouvernement. C'est un pari un peu risqué. C'est le pari qu'a fait toute l'Europe, en fait. Et pour l'instant, il n'est pas sûr que ce pari soit totalement gagné. Christian, est-ce qu'il faut indexer les salaires sur Je suis surpris d'entendre Marc dire qu'il faut indexer les salaires sur les prix. Non, si l'inflation persiste, Christian. Et donc, je crois que tu as fait un édito pour dire qu'il ne fallait pas indexer les salaires sur les prix. Tous les salaires, automatiquement. Pour toutes les entreprises. Parce que tout bêtement, on a fait le calcul à Altereco. Moi, je prends ma casquette de président du conseil d'administration d'Alternative économique. J'étais voir mon directeur général. Je lui ai dit, on prend les 3-4 dernières années. Si on avait augmenté tous les salaires d'Altereco, comme l'inflation, qu'est-ce qui serait passé? Il m'a dit, ça ferait 2 ans qu'on est dans le rouge. Donc, je me dis que toutes les entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires au niveau de l'inflation automatiquement. Et toutes les entreprises, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas du tout indexer les salaires sur les prix. Cette boucle prix-salaire, le Fonds monétaire international, l'année dernière, a regardé plusieurs dizaines d'épisodes, comme ça, quand il y a un marché du travail un peu en tension et que les prix montent beaucoup. Est-ce qu'il y a cette boucle prix-salaire? Et la conclusion du Fonds monétaire international, c'est non. Historiquement, c'est un machin d'économiste. Le raisonnement que vous avez tenu, Marc, il se tient très bien sur le point de vue théorique, mais quand on regarde concrètement dans les économies riches, ce qui s'est produit depuis les années 70, on n'en trouve pas. On trouve 1 ou 2 exemples sur plein de situations où normalement ça aurait pu se mettre en œuvre. Donc il n'y a pas de boucle prix-salaire. Et en France, en ce moment, il n'y a pas de boucle prix-salaire. Les salaires montent plus vite qu'hier, mais montent encore moins vite que les prix. Donc, il n'y a pas de boucle prix-salaire. Par contre, ce qu'on appelle pudiquement la reconstitution des marges, c'est une boucle prix-profit. C'est-à-dire que là, on voit très clairement dans l'alimentaire, et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'en dépit du fait que les prix de l'énergie aient beaucoup baissé, alors quand les prix de l'énergie ont monté, l'industrie agroalimentaire n'a pas tout de suite augmenté ses prix, donc il y a eu un recul de ses marges. Depuis, l'industrie agroalimentaire a fait repartir ses marges, bien au-delà non seulement de ce que la baisse avait été depuis la guerre en Ukraine, mais aussi bien au-delà, si vous regardez depuis le début des années 2000, bien au-delà de la moyenne des marges des années 2000. Donc là, en ce moment, il y a une véritable boucle profit-prix, et non pas prix-profit, c'est profit-prix, ce sont la hausse, le choix d'augmenter les prix beaucoup plus que les coûts qui augmentent les profits et qui font que les prix augmentent beaucoup en ce moment du côté alimentaire. La Banque Centrale Européenne, ça pose une vraie question pour la Banque Centrale Européenne. Il y a de l'inflation. Le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est de calmer l'inflation. Comment fait la Banque Centrale Européenne? Généralement, elle essaie de réduire la force de l'activité, la force de la demande. Alors, ça passe par l'augmentation des taux d'intérêt. On le voit en ce moment, si vous voulez avoir un crédit immobilier par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup plus cher. Donc, on voit bien que les taux d'intérêt ont monté. C'est là pour réduire l'activité. C'est pareil pour les chefs d'entreprise. Si vous voulez acheter de nouvelles machines, si vous voulez emprunter pour ça, acheter une usine, les taux d'intérêt sont plus forts. Donc, vous allez être moins tenté de le faire. On essaie de calmer l'activité pour calmer les prix. La Banque Centrale Européenne, c'est Reuters qui a pu assister à une réunion des grands pontes de la Banque Centrale Européenne. Et Reuters a repris cette diapositive qui montre bien que l'explication première aujourd'hui de l'inflation dans la zone euro, c'est une boucle profit-prix. C'est parce que les marges, les profits vont beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ce n'est pas tellement le rôle d'une banque centrale. Si vraiment on pense qu'il y a des surprofits, parce qu'on va bien au-delà de ce que la hausse des prix permettrait de compenser la hausse passée des coûts. Comme Marc l'a dit, au niveau alimentaire, les prix des matières premières sont plutôt en train de baisser. Alors, c'est plutôt à l'action budgétaire de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, la boucle prix-salaire, elle n'est pas là. Par contre, la boucle prix-profit, elle est bien là. Et là où je suis d'accord avec Marc, c'est que quand généralement les prix ont augmenté, c'est très difficile de les faire rebaisser. Et donc, même si l'inflation
ne progresse plus. Si les prix en 2024 progressent simplement de 1% par rapport à 2023, ben, ça ne fera pas beaucoup d'inflation. Par contre, les prix ont beaucoup augmenté en 2022-2023. Ils étaient là avant la crise, ils sont là et ils restent là. Donc, pour le pouvoir d'achat, ça reste quand même un gros problème. Alors, est-ce que je peux faire juste une petite remarque? Tout ce qu'a dit Christian, je suis absolument d'accord, sauf sur un tout petit point, c'est que en fait, le pays où il n'y a pas eu cette boucle profit-prix, c'est la France, à part ce que je vous disais sur l'agroalimentaire. Et ça, c'est dans les données de l'INSEE. Hein, je vous invite à aller voir des articles. Dans toute la presse, vous tapez book prix-profit sur Google. Il y a un article, je vais faire de l'autopromo de l'opinion, où tous les statisticiens vous expliquent qu'il y a une anomalie en France et c'est le pays où ça ne s'est pas produit. Ça s'est produit un tout petit peu au 4e trimestre. C'est un rattrapage des pertes de marge qu'il y avait eu dans les trimestres précédents. Et justement, la France est très atypique et souvent on ne le voit pas dans la zone euro, elle est très atypique. Attendons le premier trimestre 2023. Oui, mais pour l'instant, enfin, il n'y a pas de boucle prix-profit. C'est un peu plus au dernier trimestre 2022. Oui, décembre, c'est un petit peu plus que le rattrapage. Donc il va falloir surveiller ça et je peux vous dire que à Bercy, ils surveillent de près tout ça. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de boucle, pas plus de boucle prix-profit que de boucle prix sur l'alimentaire. Sauf sur l'alimentaire. Sauf sur l'alimentaire pour quelques très grandes Et entreprises. Marc, si tu avais été ce matin, on n'arrête pas l'écho, mais malheureusement, tu étais pas. Tu aurais entendu Monsieur Lidl qui t'aurait dit qu'en effet, les multinationales ont bien imposé leurs nouveaux prix. Mais comme disait Christian, il y a des PME qui ne peuvent pas, comme Alter Eco, augmenter les salaires de façon généralisée. La question, Christian a parfaitement raison. Dans un monde idéal, il faudrait indexer. Bien quand tu dis ça. Il faudrait indexer pour les entreprises qui peuvent. Le problème, c'est de savoir quelle est l'entreprise qui peut vraiment. Est-ce qu'il faut aller sculpter les comptes de toutes les entreprises, décider à la place du chef d'entreprise ce qui se passe. Et donc, pour ça, par exemple. Pour ça, il y a des organisations syndicales, il y a ce qu'on appelle des branches professionnelles qui ont des négociations de branches et qui décident un peu de l'augmentation. Voilà. Bon, moi, la réforme des retraites, on se fout des syndicats, mais dès qu'on faut augmenter les salaires, c'est bien utile finalement, la démocratie sociale. Hein. Mais on ne se moque pas du tout des syndicats. Les syndicats sont bon, donc voilà les comment on passe. Sont très utiles. Et donc pour l'inflation, est-ce qu'on peut être optimiste? Bon, le pouvoir d'achat, les prévisions, c'est qu'il baisse cette année de plus de 1%. L'inflation, elle est à 5,7%, elle est à 16%, 17% pour les produits alimentaires. Et donc, ça ne va pas se stabiliser, ça va continuer à augmenter jusqu'à l'été. Là où on peut être un peu optimiste, c'est que jusqu'à présent, en France, même s'il y a eu beaucoup d'inflation, il y a moins d'inflation qu'ailleurs parce que le gouvernement a mis des dispositifs de blocage des prix de l'énergie qui sont assez puissants et qui ont permis de plus contrôler l'inflation qu'ailleurs, même si c'est très dur pour les gens. Et donc la question, c'est combien de temps c'est tenable, combien ça coûte au budget, et comment on va sortir de ces dispositifs une fois que l'inflation commencera à ralentir. Et voilà. On s'arrête là sur l'inflation. Est-ce que vous avez des questions sur l'inflation? La hausse des prix, les cas dit non. Alors si, pardon. Il y a des entreprises privées qui ont pris des initiatives de blocage des prix pour un certain nombre de produits et également en matière énergétique, on a l'initiative de Total. Mais si on vous suit, est-ce qu'à un moment donné, ces initiatives volontaires de la part de certaines entreprises vont suffire ou est-ce que l'État doit intervenir pour fixer? Alors le blocage des prix, c'est forcément quelque chose qui rappelle des souvenirs un peu douloureux aux Français de mon âge, par exemple, peut-être pas aux plus jeunes. Et est-ce que, douloureux, en tout cas un mauvais souvenir, est-ce que vous pensez que l'État doit intervenir et que l'État doit à un moment donné reprendre la main si les entreprises ne font pas ce qu'il faut pour calmer les hausses de prix? C'est une question pour toi. Alors, malheureusement, moi je pense clairement, l'opinion, c'est un journal libéral, donc j'assume une ligne plutôt libérale, donc il faut le savoir d'où on parle en général. Le blocage des prix, malheureusement, ça se termine toujours par un problème de quantité. Quand l'ajustement ne peut pas se faire par les prix, il y a un ajustement par les quantités. Vous prenez votre boulanger, par exemple, si vous lui dites le prix de la baguette, ça sera 1,10 € et ça restera à 1,10 €, il va commencer par dégrader la qualité du pain, et puis il va commencer à faire moins de baguettes. Quand il va voir que ses comptes passent dans le rouge, il ne va plus du tout en faire, et du coup, vous allez vous battre pour aller chercher du pain dans une boulangerie à côté, et du coup, en fait, le boulanger d'à côté va vous dire « Très bien, moi je vous donne une baguette, mais je vous la donne sous le manteau, et je ne veux pas que vous payiez par carte bleue, et je vais la mettre au noir dans mes comptes, et vous vous retrouvez avec une économie parallèle. »
Donc, pour les prix, non mais je raconte ça de manière triviale, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors pour des multinationales comme Total, c'est un peu différent. Donc pour l'instant, le gouvernement a décidé de mettre un peu la pression, d'essayer de montrer qu'on n'était pas l'économie qui allait tout réglementer en Europe parce que la France a une certaine image, etc. Enfin, les prix de l'énergie ont été extrêmement bloqués en France. Le problème du blocage général des prix, vous savez que c'est l'incitation pour les Français à moins consommer du pétrole et à moins consommer du gaz, et qu'on a quand même des objectifs de transition énergétique qui sont extrêmement ambitieux, et que si on bloque les prix pour tout le monde, on va avoir un gros problème parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un effort à mener. Donc de ce point de vue-là, en général, les économistes, et je parle sous le contrôle de Christian, préfèrent les chèques énergie pour les personnes modestes, les gens qui n'ont pas les moyens de se passer de leur voiture. On leur fait des chèques énergie, on leur fait des chèques carburant pour se déplacer, mais on évite de faire une mesure générale. Et cet été, l'été dernier, le gouvernement a fait une mesure générale sous la pression notamment de la droite, en disant il faut réduire le prix des carburants pour tout le monde. Ça a coûté extrêmement cher au budget de l'État. Donc en fait, c'est le contribuable qui finance sous forme de dette ou sous forme de déficit une mesure pour les personnes qui servent de leur voiture aujourd'hui, et on subventionne autant la Ferrari, voire plus, qui consomme extrêmement pour chaque kilomètre, pardon, et que la personne qui roule dans une voiture qui n'arrive plus à se payer, etc. Donc il faut des mesures ciblées. Le problème de ces mesures ciblées, c'est qu'il y a toujours des Français qui disent « mais moi, je suis juste au-dessus de la cible ». Et donc les classes moyennes, en général, ont tendance à dire « mais moi, je ne rentre jamais dans les dispositifs, je n'ai droit à aucune aide et je paye des impôts ». Donc il y a une sorte de balance à trouver, un équilibre social entre je fais des aides ciblées qui sont les plus efficaces économiquement et ne pas laisser une partie de la population penser qu'elle est toujours exclue des aides et qu'elle a une vie difficile. Christian, sur le blocage des prix, une réponse rapide pour boucler. Juste un mot historique. John Kenneth Galbraith, économiste américain, a dirigé le bureau du contrôle des prix dans les années 30 aux États-Unis, et ça n'a pas du tout donné le scénario que Marc vous a décrit. Ça a plutôt bien fonctionné, ce qui ne veut pas dire que ça fonctionnerait bien aujourd'hui, hein, mais en tout cas, dans le contexte américain des années 30, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, vous irez voir en Hongrie ce qui se passe aujourd'hui. Vous tapez sur Internet. Je dis que ce n'était pas une loi générale, qu'en tout cas, aux États-Unis, dans les années 30, ça s'est plutôt bien passé. Et si on pense que les entreprises font du surprofit parce qu'elles ont trop de prix, à ce moment-là, il faut taxer ces surprofits. Je pense que là, il y a des sociétés pour lesquelles ça me semble assez évident aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou, monsieur? Vous avez maintenant une trop forte consolidation des entreprises, des entreprises qui deviennent trop grosses et donc plus assez de concurrence pour permettre le libre fonctionnement des concurrences. Ouais, c'est une question. Alors, je suis ravi de répondre à cette question. Moi, je pense que c'est un énorme problème, hein, et c'est un problème essentiel dont on ne parle pas assez. Aux États-Unis, on voit qu'on a une économie d'oligopole. Il y a un très bon livre que je vous recommande de Thomas Philippon, précisément sur ce sujet. Et quand on vous parle toute la journée en tapant sur la politique de la concurrence en Europe, rappelez-vous que la politique de la concurrence en Europe a permis quand même de limiter l'augmentation des prix. Aux États-Unis, on voit un système extrêmement pervers où les entreprises font des marges sur le dos des gens parce que justement, elles ont un pouvoir de fixation des prix et elles financent les campagnes électorales. Et on se retrouve dans un système qui est quand même extrêmement négatif. Et voilà. Mais on n'en est pas encore là en Europe, heureusement. Mais effectivement, dans certains secteurs, il faut être extrêmement attentif à ce que les entreprises n'aient pas un tel pouvoir de fixer les prix qu'elles peuvent se foutre un peu des consommateurs. C'est peut-être ce qui se passe un peu dans l'agroalimentaire et avec les Procter & Gamble et les Nestlé, etc. Et qu'il faut se dire qu'on peut... Et dans le numérique aussi, les GAFAM. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Alors le problème des GAFAM, c'est que souvent, le prix payé, c'est vos données. Et donc, ce n'est pas exactement le même mécanisme. Je ne paye pas à la pompe, en effet. Voilà. Il y avait une autre question, monsieur. Je me permets de rebondir sur les énergies. L'inflation, il y a quand même un côté, ça peut être aussi une prise de conscience pour les consommateurs et pour les Européens. Notamment que le tout gaz, en fait, ça ne marche pas, que le tout essence ou le tout diesel de nos voitures, ça ne fonctionne pas. Et ça peut être aussi une remise en question. Je prends l'exemple du restaurateur qui, hier, vendait 25 € sa part d'entrecôte à 300 grammes et qui, aujourd'hui, lui coûte 10% de plus. Sa stratégie, ça peut être de la vendre à 30 € toujours et de la réduire à 250 grammes. Derrière, il y a du profit. Le consommateur est content parce qu'il boit
rien dans la majorité du temps et tout le monde est content dans l'histoire. Peut-être finalement on mangera moins de viande, c'est positif pour la planète. Ce que je veux rebondir, et je trouve dans les médias on n'en parle pas assez, c'est que finalement ces 20 dernières années, l'Union européenne a pris des décisions fortes, et je pense à l'Allemagne surtout, en matière d'énergie, en matière de libre concurrence, de libre échange, etc., qu'aujourd'hui on paye. Et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'on en parle des conséquences de ces décisions. Moi, je pense à Schröder, quand on fait Nord Stream 2, qu'on passe tout au gaz, qu'on termine le nucléaire, qu'on ouvre des centrales à charbon, etc. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, on paye cette stratégie, on paye la stratégie allemande qui a tiré l'Union européenne vers ce tout gaz. Et aujourd'hui, à côté, on n'a pas cette voie un peu dissidente de se dire l'inflation, est-ce que ce ne serait pas finalement le carburant dans le changement économique, dans le changement écologique, dans le changement des consommateurs, dans leur manière de consommer, dans leur manière de produire de l'énergie, pour que la France tire son épingle du jeu et qu'on tire l'Union européenne vers autre chose. Alors, sur l'inflation, c'est intéressant. Ça s'appelle la shrinkflation, ce qui arrive à votre steak, et c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Oui. On réduit les portions sans automatiquement vous mettre un gros signal, ça coûte le même prix, mais vous en avez moins dans l'assiette. Mais de façon, votre question, elle est plus large que ça, bien sûr. C'est sur le signal qu'envoie l'inflation pour la transition écologique, notamment. Marc? Eh ben, on est assez d'accord. Et donc, il y a des économistes, Christian va critiquer, mais il y a beaucoup d'économistes qui disent que pour faire la transition écologique, il faut une taxe carbone. Et en fait, c'est une façon d'envoyer un signal prix. Donc, c'est le même mécanisme quand il n'y a pas d'inflation. On envoie un signal prix par une taxe. Et ce n'est pas tant les recettes de la taxe qui sont importantes, c'est vraiment le signal pour le consommateur. Et il faut aider en contrepartie les plus fragiles. Le problème de la taxe carbone, c'est qu'il y a eu une expérience en France qui s'est très mal passée en 2018 avec l'augmentation des prix de l'essence. Et donc, du coup, ça a décrédibilisé un peu aux yeux des gens ce genre de mesures. Et il faudrait pouvoir y revenir en la calibrant beaucoup mieux. C'est-à-dire en aidant ceux qui en ont le plus besoin pour leur permettre de continuer à vivre tout simplement, mais en même temps en les incitant à changer de comportement. Et il faut aussi que ces changements de comportement soient possibles. Si on vous dit voilà, votre carburant va vous coûter beaucoup plus cher, mais vous n'avez aucun moyen de transport alternatif pour aller travailler, ça va être compliqué. Donc peut-être qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs et que maintenant il y a des dispositifs pour favoriser le covoiturage, le développement de la voiture électrique est massif. On peut s'interroger par ailleurs des vertus du tout électrique, mais en tout cas, si on ne vous donne pas les moyens de changer de comportement, on aura beau vous mettre un prix très élevé, ça sera compliqué de changer. Pour des urbains comme nous, j'imagine, c'est assez facile de se dire bon, très bien, je prends pas de voiture, de toute façon, j'en avais pas, ou ça coûte trop cher un garage à Paris, c'est le même effet qu'une taxe carbone. Hein. Mais pour ceux qui prennent leur voiture tous les jours, c'est extrêmement dur. Et donc, il faut bien calibrer ce mécanisme. Et il y a des pays qui font l'expérience de l'instauration d'une taxe carbone. Il y avait une expérience en Autriche qui a été menée récemment. Je crois qu'avec la période d'inflation, ça a été interrompu, mais il y a des expériences à regarder de près. Et il faudra revenir à une forme de taxe carbone. Et ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que l'Union européenne a prévu, sous une forme un peu compliquée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, dans les prochaines années, il y aura une forme de taxation du carbone qui va être de plus en plus importante. Et elle va s'accompagner d'une taxe carbone aux frontières pour certains produits qu'il faudra sans doute étendre. Et tout le sujet, ça sera le sujet de l'équité et des inégalités et de créer un fonds social pour aider les gens à suivre le mouvement de décarbonation. Exactement, et faire payer et éviter ce qu'on appelle les fuites de carbone, c'est-à-dire le fait que si on met une taxe carbone chez nous, il y a des délocalisations, on produit à l'étranger et on réimporte des produits carbonés. Du point de vue de la planète, de la santé de la planète, c'est un peu stupide. Donc là, par exemple, Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie et des finances, n'arrête pas de parler d'une loi industrie verte. En fait, c'est une loi pour développer l'industrie sur le sol français. Et le seul intérêt du point de vue du climat, c'est que si on a un mix plus décarboné qu'ailleurs en France, et avoir de l'industrie en France, ça a des tas de vertus pour de meilleurs salaires que dans les services, etc. Mais en plus, ça permet d'émettre moins de carbone à l'échelle de la planète. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vais donner la parole à Christian. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Donc, la fin. C'était juste pour dire un petit mot sur le fait que, d'après les calculs
du World Inequality Lab, donc ce qui est à l'école d'économie de Paris, qui suit un peu les questions d'inégalité. Les gens qui sont dans les 50% des revenus les plus bas émettent à peu près en moyenne à peu près 5 tonnes par an de carbone, CO2, ce qui correspond à peu près à ce qui nous permet d'être entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement en France, alors que quand on est sur les 10% les plus riches, on est à 25 tonnes. Donc, peut-être qu'il n'y a pas, tout le monde n'a pas le même niveau d'effort à accomplir si on veut essayer de maîtriser nos émissions carbone en France. Et là, on voit qu'il y a un débat assez vertigineux qui s'ouvre, c'est de savoir comment... C'est celui de la dernière phrase que Marc veut toujours avoir. C'est un vrai débat chez lui. Et en fait, la dernière phrase, elle sera pour Sandrine Foulon. C'est de savoir comment on fait pour diminuer ces émissions de carbone. Est-ce qu'on met un mécanisme de prix qui a les inconvénients que Christian vient de décrire, ou est-ce qu'on met des règles, et comment on définit les règles, et comment on dit que quelqu'un a dépassé son quota à un moment dans l'année, vous n'avez plus de quota carbone, vous faites quoi? Est-ce qu'on vous met dehors de chez vous? Est-ce qu'on vous dit vous arrêtez de chauffer, etc. Mais c'est des vraies réflexions que des économistes ont. Il y avait Pascal Canfin qui voulait mettre une carte carbone à chaque citoyen, il me semble. Il y avait cette piste mais comme on vous dit, à un moment, si on veut réduire les déchets, la solution la plus efficace, on l'a éprouvé, c'est de mettre une taxe sur chacune de vos poubelles. Alors, ça ne marche pas dans les immeubles collectifs, mais quand on vous met une taxe sur votre poubelle à la sortie de votre maison, je peux vous dire que les poubelles, les déchets dans les poubelles diminuent assez vite. On trie mieux. Hein. Sandrine Foulon. Est-ce que ça ira mieux demain? Eh ben, ça va dépendre des politiques publiques qui vont être menées et des politiques fiscales qu'on va avoir. Effectivement, l'économie, c'est d'abord la justice sociale. Enfin, on peut imaginer ça comme ça. Et ça passe effectivement par de la taxation progressive, par ne pas saupoudrer. Et pour l'instant, on n'en voit pas trop le bout, mais peut-être que ça ira mieux demain. Voilà, on se quitte là-dessus. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant toute cette heure.